Bien, nous allons achever cette journée sur les propos de M. Jean-Paul Munier, qui est thérapeute familial et dirige depuis 1990 l'Institut d'études systémiques à Paris, sauf erreur de ma part, qui donc anime des groupes de formation à l'approche systémique et intervient comme superviseur auprès d'un certain nombre d'équipes, et qui est aussi l'auteur de plusieurs publications que vous retrouverez facilement sur Internet. Vous me pardonnerez de ne pas les citer ni en reprendre la liste. Et donc le dernier propos de notre journée de travail sera ciblé sur l'adaptation de l'enfant face au conflit parental. Voilà, je vous remercie d'avance. Merci. Merci Madame Delcambre et aussi Laurent Gebler pour cette invitation. Alors j'ai une voix épouvantable. Après 5-10 minutes, ça va un peu mieux et c'est pas la peine de me donner des conseils parce que malheureusement, ça ne servira à rien. C'est chronique, voilà, c'est comme ça. Et deux petites remarques avant de commencer mon propos. Il a été beaucoup question des problèmes financiers, des problématiques financières. C'est l'expression qui a été donnée tout à l'heure. Et je voudrais dire que l'IDES, nous avons cessé de recevoir des familles adressées par les juges pour enfants, puisque nous n'avons pas été payés en 2016, 2017, 2018. Et comme nous n'avons pas été payés, nous n'acceptons des mesures des familles adressées par les juges pour enfants que sous réserve qu'il y ait une prise en charge de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, donc l'IDES a fait ses bonnes actions. Ça nous a coûté 20 000 € quand même, cette affaire. Vous n'y êtes pour rien, mais Mme Rinaldi, qui n'est plus avec nous, le sait parce qu'elle était une de nos principales adresseuses de famille. L'autre point aussi, c'est le souvenir que j'ai en 2012. Justement, Mme Rinaldi avait proposé mon intervention à propos des enfants victimes d'agressions sexuelles. Et un certain François Hollande venait d'être élu président de la République et avait nommé Christiane Taubira comme garde des Sceaux. Et Christiane Taubira était venue faire l'ouverture de votre colloque, en fait, donc avec Pierre Jox aussi qui était là. Et ce fut un grand moment, comme le rappelle Hervé Hamon. Et Christiane Taubira a été applaudie 10 minutes, tout le monde debout dans la salle. Elle avait fait naître un espoir immense. Je ne sais pas ce qu'il en est resté. Je pense qu'elle-même espérait que cet espoir ait des suites. Bien, l'adaptation de l'enfant au conflit familial. Alors, j'avais prévu de parler bien sûr de ce thème, mais aussi un peu de l'adaptation de l'enfant aux violences conjugales, même si ce n'est pas tout à fait le thème, mais peut-être je prendrai un peu de temps quand même pour en parler. Je vais dire des choses qui ont déjà été dites depuis ce matin, sans doute, donc pour rappeler quelques points sur les conflits familiaux, les conflits parentaux en fait, plus que familiaux. Et tout d'abord, les conflits font partie de la vie. Avoir des conflits, c'est une bonne chose aussi dans la vie parce que c'est apprendre à défendre un point de vue, apprendre à négocier et apprendre aussi à trouver une issue au conflit. Et ce qui va faire, mais comme ça a été déjà dit depuis ce matin, ce qui va faire l'effet toxique des conflits sur les enfants, mais aussi, malgré tout, sur les protagonistes du conflit, parce que je ne pense pas qu'on soit heureux spécialement de vivre toujours en état de guerre, c'est d'une part la fréquence de ces conflits. Vous comme moi j'ai reçu en thérapie de couple des couples qui s'engueulaient tous les jours, du matin au soir, depuis 20, 25 ans, 30 ans parfois. Hein. Et donc la fréquence des conflits, leur intensité, et même si on fait une distinction, et j'adhère à cette distinction entre violence conjugale et conflits conjugaux, il y a des conflits qui se terminent dans la violence. Et dans la violence, alors c'est pas toujours, et c'est la différence avec les violences conjugales, c'est pas forcément toujours le même qui est violent, mais la violence, elle peut être tantôt le fait du mari, tantôt le fait de son épouse, et donc, mais la violence peut être aussi l'issue du conflit, et donc il est aussi important dans ces situations d'avoir en tête l'impact des violences sur le développement de l'enfant, quand bien même ce ne serait pas le même processus que les violences conjugales. Et le dernier point, j'espère ne pas l'avoir dit, dans l'intensité, c'est la non-résolution du conflit. Et donc le fait que ces enfants assistent à des guerres qui sont des guerres sans issue.
L'autre point toxique, mais il a été évoqué tout à fait remarquablement, enfin j'étais là cet après-midi dans les différentes interventions, c'est quand l'enfant, bien sûr, est instrumentalisé et au cœur du conflit, quand l'enfant est soi-disant la cause du conflit. Je dis bien soi-disant, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et plus l'enfant a le sentiment d'être, à cause de moi, papa et maman se disputent tout le temps, plus l'effet toxique du conflit sera important sur l'enfant. Je ne dis rien de très nouveau, tout le monde le sait, enfin nous le savons tous ici, et ça a été très bien décrit cet après-midi. Mais l'importance, d'une part, c'est que les conflits conjugaux, là encore, la cause de ces conflits, ce ne sont jamais des grands débats philosophiques. On ne s'engueule pas dans un couple pour savoir qui de Paul Ricoeur ou d'Emmanuel Lévinas a raison. Je dis ça parce qu'en général, ils ont à peu près les mêmes idées et l'un fait appel aussi à l'autre. Non, on s'engueule en général dans un couple pour savoir qui va sortir la poubelle, qui va mettre la table, qui va débarrasser la table, et à cause aussi des chaussettes sales qui traînent par terre et que monsieur n'a encore pas pensé à mettre dans la panière à linge sale. Mais on s'engueule aussi beaucoup à cause des devoirs qui ne sont pas bien faits, du genre « Attends, t'as même pas fichu de lui faire apprendre sa récitation comme il faut, regarde, il a eu 6 sur 10. » Donc on s'engueule à propos des devoirs qui ne sont pas bien faits, à propos des activités où il faut aller chercher les enfants et on arrive en retard, etc., etc. Donc toutes ces choses de la vie quotidienne, et en particulier lorsque l'enfant est mis en avant dans la cause du conflit. Et ça, c'est un point important parce que des études qui ont été menées en particulier à l'Université catholique de Milan par Elena Kamisaska montrent que 80% des enfants de 8 ans, 7, 8, 9 ans, 10 ans, 80% de ces enfants s'attribuent la responsabilité du conflit. Et ce sentiment persiste au point que des enfants de 13 ans, 20% des enfants de 13 ans continuent de penser que c'est à cause d'eux que leurs parents, pardonnez-moi de le dire de façon triviale, s'engueulent. Parce qu'on ne se dispute pas à ce stade, on s'engueule. Donc 80% de ces enfants, et qui sont des enfants de fait en danger d'évolution, même si ça ne se voit pas. Et les émotions qu'on va retrouver avec une très grande régularité, je n'ose pas dire systématiquement présentes chez les enfants, sont en particulier les 3 émotions suivantes. La première, c'est la honte. La honte d'avoir des parents qui s'engueulent tout le temps. C'est difficile pour un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans d'inviter des copains ou des copines à la maison quand les parents s'engueulent tout le temps, même devant les copains et les copines. Donc il y a la honte, et la honte, Serge Tisseron le disait, l'écrivait remarquablement dans les années 80, ça a été un des premiers à publier sur ce thème. Le livre s'appelait « La honte, psychanalyse d'un lien social », et il a republié un dernier livre sur ce point que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qu'on me dit remarquable, qui s'appelle « Mourir de honte ». Serge Tisseron. Non, tout le monde connaît Tisseron, c'est pour ça que je n'ai pas pris le temps de dépeler son nom. Et donc Tisseron expliquait la honte comme un désintégrateur de lien social. Avoir honte, c'est se sentir seul sur Terre. Et c'est avoir peur que la Terre entière sache, apprenne ce qui fait honte à l'enfant. Ça, c'est vraiment un point important. Il a été évoqué par un magistrat, M. Richard, je crois, tout à l'heure, la question de l'intime. Je crois que c'est M. Richard qui en a parlé, mais je peux me tromper, vous me pardonnerez peut-être. Et effectivement, il y a cette question de l'intime qui est importante pour les enfants, à savoir ce qui leur arrive dans la sphère du privé, ils n'ont pas envie que la terre entière le sache. Et donc la honte comme un désintégrateur de lien social et qui a comme conséquence cette autre émotion qui est la solitude. La solitude. Les enfants habillés et habités par la honte se sentent seuls. Et ce qui amène comme conséquence, je ne le développerai pas maintenant, ça avait été un peu le sujet aussi en 2012, lorsque j'étais venu la première fois, ce qui a comme conséquence, j'ai perdu mon fil, la solitude, ce qui a comme conséquence, un trouble de l'attachement. Et donc, les enfants qui se sentent seuls
et qui ont honte, souvent, sont des enfants qui vont présenter un attachement distant. Je ne sais pas si parmi vous, si vous connaissez les théories de l'attachement, maintenant elles sont assez répandues. Un attachement distant, ça veut simplement dire une personne, donc un enfant en l'occurrence, qui va garder pour lui-même ses émotions au point de finir par se dire même pas mal. C'est-à-dire qu'il va, pour survivre à la souffrance, va se convaincre que finalement il ne souffre plus. Je le dis un peu trop rapidement, sans aucun doute, mais voilà, c'est l'idée un peu essentielle. Donc la honte, la solitude, qui entraînent ou qui sont révélateurs d'un trouble de l'attachement, donc qui va générer chez l'enfant un attachement distant, évitant, donc des enfants qui ont beaucoup de mal à se raconter, qui ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, leurs sentiments. Et une dernière émotion qu'on va retrouver beaucoup chez ces enfants, qui est en lien avec le fait qu'ils s'attribuent la responsabilité du conflit parental, c'est la culpabilité. Des enfants qui vont éprouver un important sentiment de culpabilité. Si j'avais bien appris ma récitation, si j'avais bien rangé ma chambre, si je n'avais pas fait ceci ou cela, alors papa et maman ne se seraient peut-être pas disputés ce soir et on aurait pu passer une bonne soirée tous ensemble. Donc, ces trois émotions qui sont importantes et qu'il est important d'avoir en tête quand on est un intervenant social, qu'on soit éducateur en AMO. Ma formation première, c'est pas thérapeute de famille, c'est éducateur spécialisé. Et j'ai travaillé comme éducateur spécialisé sous mandat judiciaire en AMO pendant une douzaine d'années dans le sud de la région parisienne, avec des juges dont les noms, enfin au moins une a eu un nom connu, c'était Nicole Maestrachi. Et voilà, je garde un bon souvenir de nos engueulades avec Nicole Maestrachi parce qu'on n'avait pas le même point de vue. Je le disais, ça ne suffit pas de faire des visites à domicile, il faut aussi, etc., etc. Mais on s'engueulait avec beaucoup d'estime réciproque. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, si vous la rencontrez, si vous la croisez, vous pourrez lui dire que je me souviens d'elle. Et elle a été, je crois, premier juge à Melun aussi, ou président du tribunal de Melun. Présidente, voilà. Donc la solitude, la honte et la culpabilité et ce trouble de l'attachement qui est ces enfants qui présentent un attachement distant et donc qui vont progressivement avoir du mal à mettre des mots, MOTS, sur leurs émotions et sur leurs souffrances parfois. Pardon. Et en plus, mes cordes vocales parfois s'étranglent entre elles, donc c'est un peu compliqué. Et donc avoir du mal à mettre des mots sur leur souffrance parfois. Pourquoi parfois? Parce qu'il y a des effets trompeurs dans l'évolution de ces enfants. À savoir que, et ça j'en ai vu beaucoup de ces situations, des enfants qui ont l'air de ne pas souffrir. Je dis bien qui ont l'air de ne pas souffrir, qui continuent de bien travailler à l'école, qui plus tard feront des bonnes études, etc. Ça, je l'ai beaucoup eu à la fois pour des situations qui nous étaient adressées par des JAF, mais aussi en consultation privée, des couples qui vraiment ont passé leur vie à s'engueuler tout le temps. Et les enfants sont grands, ils partent faire leurs études et le couple arrive en thérapie parce qu'il n'y a plus personne pour assister aux engueulades. Et donc, quand on leur pose la question, les enfants, comment vont-ils? Ah non, les enfants, ils vont bien. Comme si les enfants n'avaient pas été impactés par ces conflits incessants, y compris des couples. Je pense à un couple, c'était même quand il y avait des invités, quoi. Mais des enfants qui n'invitaient personne, qui se faisaient inviter, mais qui n'invitaient personne chez eux. Donc, alors tout ça pour dire qu'il est, de mon point de vue, absolument, et je regarde la montre en même temps, important d'avoir cette représentation de l'enfant. Dans les symptômes, alors il y a ces enfants qui apparemment n'ont pas de symptômes, mais ne pas avoir de symptômes ne veut pas dire ne pas souffrir. Et puis il y a des enfants qui ont des symptômes. Et parmi les symptômes que j'ai pu moi observer avec une certaine régularité chez les enfants dans ces situations, ce sont les idées suicidaires ou bien des conduites à risque chez les enfants. Je ne parle pas de l'adolescence, ça prendrait encore plus de temps. Mais des enfants qui vont tenir des propos, là encore, à 6, 7, 8 ans, je veux être mort, ce serait mieux d'être mort. C'est pas l'enfant de 5 ans qui dit « je voudrais être mort comme papy pour aller le voir dans la boîte ». Ça, c'est autre chose. C'est l'enfant qui n'a pas une représentation de la mort. Pour un enfant de 4-5 ans, être mort, c'est être vivant ailleurs. Mais
un enfant de 7, 8, 9 ans a une représentation de l'irréversibilité de la mort et donc peut très bien, et ça j'en ai vraiment rencontré beaucoup, des enfants qui disaient « ce serait mieux d'être mort ». Ou alors « si j'étais pas né, papa et maman s'aimeraient toujours ». Et ça nous amène la présentation m'amène à vous proposer de vous présenter un dispositif. Alors, je n'avais pas prévu de vous le présenter comme ça, mais les échanges tout à l'heure à propos de la médiation m'ont conduit à avoir envie finalement de vous le présenter avec l'idée que peut-être ça peut venir de façon complémentaire apporter des réponses à certaines questions. Donc c'est un dispositif que j'ai imaginé à partir d'échanges avec un thérapeute qui est peu connu en France, mais qui est connu chez les thérapeutes familiaux, Marco Vanotti, qui est un thérapeute de famille, VA2N-O2TI. Et il a publié plusieurs livres, y compris sur la maltraitance et sur l'éthique des thérapeutes. Et donc, voilà, c'est un échange avec lui qui m'a inspiré ce dispositif. Pour les situations donc, pour lesquelles le couple divorce et, est séparé et se bat pendant des années avec des procédures, à coups d'avocat, de JAF, de changement de garde, de revendications pour la pension alimentaire, pour les droits de visite, etc. etc. Vous connaissez ces couples mieux que moi, donc ils peuvent durer 4, 5 ans, etc. Quand j'ai commencé comme éducateur et j'ai très vite commencé ma formation de thérapeute familial, j'avais comme idée une idée bête, enfin bête, pas forcément, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une idée bête, on est bête moi un peu, mais pas vous. Une idée bête, à savoir que le conflit était la solution trouvée par le couple pour continuer de maintenir le couple. Donc le couple continuait d'exister à travers le conflit. Donc c'est une idée simple, je retire le mot bête, c'est une idée simple, voilà, cherchez. Et bien sûr, avec mes formateurs de l'époque, entre autres Philippe Caillé, qui était le grand spécialiste des couples, j'avais imaginé que si, dans le cadre des mesures d'AMO ordonnées par le juge pour enfants, on faisait un travail sur le couple pour les aider à enfin se séparer, alors ça devrait aller mieux. Et j'ai essayé, d'autres ont essayé, même Philippe Caillé a essayé, donc un grand spécialiste des thérapies de couple, et ça ne fonctionnait jamais. Il y avait toujours une pseudo-coopération, ça a été évoqué tout à l'heure. Madame dit oui, on va faire le travail pour pas que monsieur dise, vous voyez bien comme c'est une emmerdeuse. Ou bien monsieur dit oui, on va faire le travail pour pas que madame dise, vous voyez, il met toujours tout en échec. Vous remarquerez que le vocabulaire n'est pas le même, hein, et, pour l'un et pour l'autre. Et donc, il y avait une pseudo-coopération. Mais après 2 ou 3 entretiens de ce protocole qu'on respectait, les choses échouaient. Et alors on a essayé à plusieurs reprises, etc. Mais on aboutissait toujours dans le cadre de ces mesures d'AMO, ou bien des familles adressées par les JAF, ou bien en consultation libérale, privée, ça finissait toujours par échouer. Et l'erreur que je faisais, en tout cas, était de penser vouloir régler le problème de couple. Alors que nous étions mandatés bien souvent, enfin quasiment toujours, pour la question de l'enfant et pour la question de la souffrance de l'enfant. Et donc l'idée a été que le problème n'était plus, mais ça a été un peu aussi dit à travers la médiation, n'était plus de régler le problème de couple, et de voir comment on pouvait mobiliser un père et une mère pour permettre la diminution de la souffrance de l'enfant. Je dis bien la diminution, parce qu'un enfant souffrira peut-être, enfin, il faudrait nuancer mon propos, parce qu'il y a bien sûr plein de cas différents, mais globalement, l'enfant souffrira. Beaucoup d'enfants souffrent d'avoir des parents qui se séparent. Moi, je vois plein d'adultes qui ont, encore à l'âge adulte, continuent de souffrir d'avoir eu des parents qui se sont séparés. Et donc, l'objectif n'est plus de traiter le problème de couple, mais de voir comment mobiliser les parents autour de la reconnaissance, autour de la reconnaissance de la souffrance de leur enfant. Et alors, si ça vous dit, hein, je continue, sinon oui, je change de sujet. Et donc, le dispositif est le suivant. Il y a tout d'abord un premier entretien individuel avec chacun des parents, donc le père et la mère.
en général, ce premier entretien, ils viennent avec le dossier sous le bras, donc toutes les ordonnances. Un des derniers couples que j'ai vu comme ça, c'était avec toutes les photocopies des textos qui s'étaient échangés. Enfin voilà, vous connaissez ça encore. Et bien souvent et bien longtemps, quand on dit les thérapeutes, dans ma bouche, le mot thérapeute, c'est un terme générique. Hein. Ce n'est pas que le psychothérapeute, ça peut être le psychologue en AMO, l'éducateur en AMO qui a fait une formation. Il faut bien sûr quand même se former un peu. Et donc le thérapeute, pendant bien longtemps, refusait de prendre le dossier en disant non, ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi. Et je pense qu'il est préférable, comme les collègues de la médiation l'ont dit, d'accepter de prendre le dossier, même si on ne le regarde pas attentivement, parce qu'on sait qu'une seule page rend compte de toutes les pages de la chemise. Et lors de ce premier entretien, qui leur permet bien souvent de dire de tous les reproches qu'ils ont à faire à l'autre. La deuxième, et il est important, de les recevoir dans des périodes assez rapprochées. Même si on n'est pas à 5 minutes près, mais si on consacre 1 heure à madame, il est important de consacrer 1 heure à monsieur, parce qu'ils ont des antennes, hein, ils savent toujours tout de l'autre. Et deuxième entretien, le parent avec l'enfant. Là, je vais prendre le cas d'un enfant unique pour simplifier les choses. Et donc la mère avec son fils ou sa fille, le père avec son fils ou sa fille. Et pour parler avec l'enfant aussi, peut-être déjà à ce moment-là, de comment il a compris la séparation de ses parents, de là j'ai des formulations du genre, tu sais, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui, comme toi, donc comme toi, les parents s'étaient séparés, et parfois les enfants ils se disent que peut-être c'est de ma faute, si papa et maman ne s'aiment plus. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu as pensé ? Donc, aborder déjà avec l'enfant ces 3 émotions, la solitude, la honte et la culpabilité, en présence du parent. Et là, on peut voir déjà dans quelle mesure l'enfant peut s'autoriser avec sa mère, avec son père, à exprimer des émotions. Là, dans ce deuxième temps, donc encore une fois, l'enfant est reçu avec son parent tout le temps de la séance. Une 3e séance, de nouveau la mère avec l'enfant, le père avec l'enfant, mais lors de cette 3e séance, à un moment donné, après un quart d'heure où on a fait du blabla un peu pour demander des nouvelles, proposer de voir l'enfant seul et le parent dans la salle d'attente. Alors pourquoi ça ? Ça peut paraître tout à fait sans importance, pas du tout. Parce que l'expérience, là aussi, m'a montré que dans des situations de violence, pas physique, mais des violences psychologiques, des violences financières, etc., voire quand il y a des suspicions de maltraitance, en particulier sexuelle, sur l'enfant, l'enfant ne veut pas rester seul avec le parent avec lequel il se sent le moins en sécurité. Un enfant que je reçois avec sa mère qui dit et qui accepte d'être vu seul, la mère dans la salle d'attente sans problème, est un enfant qui se sent suffisamment en sécurité avec sa mère pour être reçu seul, sans craindre qu'après, sa mère le passe à la question. Alors que, donc là, l'enfant est reçu seul, sa mère dans la salle d'attente, pas de problème. Et puis la même chose avec le père. Et là, moi, j'ai eu des tas de situations comme ça d'enfants qui ne voulaient pas être reçus seuls parce que ça les insécurise beaucoup trop. Parce qu'après le rendez-vous, à peine ils seront sortis, qu'ils seront passés à la question « Qu'est-ce qu'il t'a demandé ? Qu'est-ce que t'as dit ?» Mais pas comme ça, juste pour savoir, de façon très insistante. Je me souviens d'une situation où le père, après l'entretien, était allé au commissariat de police faire une main courante pour accuser la mère de je ne sais quoi. Donc vraiment, on voit des situations où plus l'enfant est insécure dans le lien avec le parent, moins il supporte d'être seul pour se protéger, d'être questionné ensuite. Si on écarte toute suspicion de violence conjugale, toute suspicion de maltraitance sexuelle, pourquoi j'évoque les maltraitances sexuelles ? Parce que dans les cas de violence conjugale, il y a 3 fois plus d'agressions sexuelles, de situations d'abus sexuels sur les enfants que dans les autres situations. C'est un chiffre qui m'a été transmis par la CIVIS, la commission sur les violences sexuelles. Donc si tout ce contexte-là n'est pas présent, alors je dis voilà, nous, ce qu'on vous propose, et on ne donne pas le choix. S'ils refusent, on ne peut pas travailler. Mais on donne un rendez-vous à tout le monde ensemble, l'enfant et les 2 parents. Et alors vous imaginez, derrière moi, j'ai mis les 3 fauteuils, le père ou la mère, peu importe, l'autre parent sur l'autre fauteuil,
Et entre les deux parents, il y a un fauteuil sur lequel se trouve un collègue, éducateur, du service, peu importe. Et l'enfant est devant moi. Donc l'enfant est devant moi. Je vous regarde comme vous êtes l'enfant de service. Et ça vous va? Et donc l'enfant est devant moi. Je m'adresse à lui en lui disant peut-être tu es un peu inquiet de voir ton papa et ta maman derrière moi. Parce que l'enfant se dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Il se rend compte de ce qu'il va déclencher, etc. Donc il y a une situation de stress pour l'enfant. Et donc peut-être tu es inquiet, mais tu vois, entre ton papa et ta maman, il y a Monsieur Martin, qui est un collègue, et Monsieur Martin, c'est un ange gardien. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un ange gardien? Les enfants disent oui, d'autres disent non. Un ange gardien, c'est quelqu'un qui veille sur la sécurité de tout le monde. Alors tu vois, on va parler un peu tous les deux, et si ça se trouve, il y a des moments où quand on va se parler tous les deux, ça va mettre un peu en colère ta maman, ou bien ton papa. Mais l'ange gardien, il est là pour, si jamais il sent que ta maman, elle se met un peu en colère, il lui met une main sur le bras et il lui dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer ». Et si jamais c'était ton papa que l'ange gardien sent qu'il était un peu en colère, il lui met une main sur le bras et dit « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Ça va, ça te rassure? Donc voilà, il y a l'ange gardien qui est là. Petite parenthèse, les chaises doivent être absolument alignées. Et là, on ne peut pas le faire, mais dans les jeux de rôle, mais comme dans les cas réels, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme il y a l'ange gardien, ils ne peuvent pas se pencher pour regarder la réaction de l'autre. C'est beaucoup plus efficace et rassurant un ange gardien qu'un paravent entre eux. Parce que c'est plus difficile de transgresser une règle avec quelqu'un, alors qu'avec un paravent, on la transgresse plus facilement. Et donc, l'expérience a montré que l'ange gardien avait pratiquement jamais besoin de mettre les mains sur les bras et que les parents se sentaient d'une certaine façon contenus par la présence de l'ange gardien, mais aussi par la présence de l'enfant, parce que, et ça c'est le point important dans ce dispositif, c'est qu'il y a une communication par le regard entre l'enfant et les parents. Les parents voient les yeux de l'enfant, l'enfant voit les yeux de ses parents. Et là, je parle avec l'enfant, en lui disant un peu, donc peut-être il est un peu inquiet, etc. Et en revenant sur le fait que peut-être il s'est senti responsable du conflit entre ses parents. Mais toujours la formulation est importante. C'est, tu sais, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui, comme toi, dont comme toi les parents s'étaient séparés, étaient en guerre, et souvent les enfants se disent, peut-être que c'est de ma faute. Est-ce que c'est des choses comme ça que tu as pensé parfois ? À ce jour, je n'ai pas encore rencontré d'enfants qui me disent non, jamais. Et je continue, et tu sais, parfois il y a des enfants qui se disent « mais peut-être que si j'étais pas né, papa et maman, ils s'aimeraient encore ». C'est arrivé que tu penses une chose comme ça? Il faut penser qu'il y a les parents derrière. Hein. En fait, on parle à l'enfant, mais on envoie des messages aux parents aussi. Hein. C'est arrivé que tu penses des choses comme ça, etc. Et puis, peu importe la réponse, mais j'avance dans mon propos en disant et est-ce que tu as déjà vu des photos du mariage de tes parents ? Là aussi, 9 fois sur 10, les enfants n'ont jamais vu de photos du mariage des parents. Ou bien, est-ce que tu sais comment ils sont tombés amoureux l'un de l'autre ? 9 fois sur 10, ils n'en savent rien parce qu'on n'en parle pas. Parce que, comme on est en guerre, on ne se parle plus d'amour dans ces couples, bien sûr. Et est-ce que et donc là, on peut parler un peu. Est-ce que tu aimerais savoir comment ton papa et ta maman ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, etc. Et alors, est-ce que tu as une idée? Autre question importante. Tu sais, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qui a bien pu se passer entre eux pour que tout à coup une histoire d'amour devienne une histoire de guerre? Parce que quand on décide d'avoir un enfant ensemble, c'est pas pour le rendre malheureux plus tard. Moi, je connais pas de parents, de papa et de maman qui ont un enfant ensemble. Pardonnez-moi, je vous regarde, mais c'est plus facile pour moi. C'est vrai. Petite psychothérapie. Et donc, je connais pas. Je continue comme ça parce que ça m'aide à expliciter mon propos. Tu sais, je connais pas de parents, de papa et de maman et de papa qui mettent au monde un enfant avec l'idée que plus tard, ils vont le rendre malheureux. Ça, je connais pas. Alors, la question me pose, mais c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer entre eux pour que tout à coup, leur histoire d'amour, et on a le droit de se répéter, hein, parce que c'est des choses qui ne sont pas si simples que ça, hein,
tout à coup leur histoire d'amour devienne l'histoire d'une guerre. Tu as une idée de ça? Alors l'enfant peut dire, oui, mais c'est parce que je n'aimais pas aller à la piscine et papa il voulait absolument que j'aille à la piscine. Ça, tu sais, les parents, les enfants, ils ont leurs idées, les parents, ils ont d'autres idées, mais ça ne suffit pas pour que tout à coup on se fasse une guerre comme ça, avec les avocats, avec les juges, avec la carte vitale, enfin voilà, toutes ces choses. Et alors, quand on arrive un peu à cette émotion, cette ambiance, il y a vraiment une ambiance émotionnelle importante, l'idée ensuite, ça va être, peut-être que ce serait intéressant que je leur demande à eux, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu aimerais savoir, mais qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais peut-être leur demander. Et là, je me tourne, j'attends pas trop la réponse de l'enfant. Je me tourne, je prends ma chaise, je me tourne et je m'assois à côté de l'enfant pour montrer que je suis analogiquement, non verbalement, du côté de l'enfant. Et comme on est un peu loin des parents, on dit « Attends, on est un peu loin, on va peut-être s'approcher un peu ». Donc on avance nos chaises. Et là, j'ai à côté de moi, quelques-uns ici peut-être connaissent un outil que les systémiciens connaissent bien qui s'appelle le jeu de loi. Alors le jeu de loi, ce n'est pas un jeu de loi comme pour jouer avec des dés, etc., etc. C'est un plateau qui se présente comme un jeu de loi avec une case départ, une case arrivée. Et entre ces deux cases départ et arrivée, il y a 10 cases blanches. Et l'idée, donc j'explique ça à l'enfant, tu vois. Et alors, bien sûr, les parents se penchent en avant pour regarder le jeu de loi. Une petite parenthèse, on ne parlera pas des violences conjugales, tant pis. Une petite parenthèse, le fait que les parents se penchent en avant, en même temps que l'enfant, crée, là encore, sur le plan analogique, quelque chose de l'ordre d'une coopération. Et puisqu'ils se penchent ensemble. C'est des toutes petites choses, vous me direz, ça ne suffit pas à tout changer. C'est des détails, mais Daniel Stern, un grand thérapeute, plutôt de côté psychanalytique, dit à quel point le mouvement dans la psychothérapie est important. Et donc, bouger ensemble, c'est faire quelque chose ensemble. C'est la première étape d'une coopération. Et donc, j'explique, voilà, et sur ce plateau, il y a ces 10 cases blanches. Et l'idée, ce serait qu'avec ton papa et ta maman, avec tes parents, on puisse voir entre eux les 10 événements les plus importants qui ont marqué l'histoire de leur couple pour comprendre ce qui fait qu'une histoire d'amour est devenue l'histoire d'une guerre et que toi, tu te retrouves au milieu du champ de bataille. Et quand on est au milieu d'un champ de bataille, parfois, c'est difficile de rester en vie. Tu penses que ce serait bien si je voyais ça avec tes parents? Et toi, alors ce que je propose, c'est que je vais les voir 3 fois. Et puis on va voir avec eux, et il restera l'ange gardien, il va rester là, hein, t'inquiète pas. Et je vais pour voir avec eux les 10 événements les plus importants qui ont marqué cette histoire. Et puis ensuite, on se reverra ensemble, tes parents et toi et moi, pour un peu te restituer quelque chose de cette histoire. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne te regardent pas forcément, mais les choses importantes qui te concernent. D'accord? T'es d'accord pour qu'on fasse comme ça? Alors, ce dispositif a été... donc, on remercie l'enfant, et soit selon l'ambiance, selon le temps dont vous disposez, vous dites à l'enfant d'aller tout de suite dans la salle d'attente, et vous commencez le travail avec les parents. Ça, c'est le mieux. Donc il faut prévoir une séance d'1h15. Mais le mieux, c'est de le commencer tout de suite, pour pas qu'ils aient trop le temps de ruminer avant la séance suivante, de ressasser ou je ne sais quoi. Et donc, bien sûr, dans ce travail, là encore, ça prendrait beaucoup de temps, mais ce qui va apparaître presque toujours, c'est le vécu de trahison. C'est le vécu de trahison d'un des parents. Et alors, soit peut être parce qu'il y en a un, l'autre a eu une aventure extra-conjugale, ça peut être... Mais ce qui va apparaître dans toutes ces situations, ou presque, c'est le vécu de trahison, et à quel point cette relation de couple avait une importance vitale pour l'un ou l'autre des conjoints, parfois les deux, mais souvent un plus que l'autre. Quand on dit une importance vitale, c'est par exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand Madame choisit de se marier, Marie choisit de se marier avec Pierre contre l'avis de sa propre mère qui lui a dit tu sais Pierre, je ne suis pas sûr que ce soit l'homme qu'il te faille. Ou bien, j'ai évoqué les cas de divorce, il y a eu un cas qui me revient là aussi à l'esprit,
d'une femme dont les parents avaient divorcé et qui s'était promise à elle-même: jamais je ne ferai vivre à mes enfants ce que j'ai vécu comme enfant. Et quand son mari la trompe et la plaque, évidemment, elle s'effondre. Et donc ça laisse la place à la rage. Et alors là, c'est là que s'entament les procédures. Et c'est ce qui fait que madame devient, pardonnez-moi, l'emmerdeuse de service. Elle est vue comme celle qui devient le bourreau dans ces cas-là. Ça pourrait être le contraire, hein. Et puis l'autre qui devient la victime. Voilà, donc ce dispositif, alors, il a été utilisé dans des lieux de médiation. Des stagiaires qui travaillaient en médiation l'ont mis en œuvre. Dans des services d'AMO aussi, des collègues en AMO, je l'ai utilisé à quelques reprises, mais je fais maintenant beaucoup moins de thérapie familiale. Voilà, j'ai atteint l'âge, comme Hervé Hamon l'a évoqué tout à l'heure, où on prend parfois sa retraite, ce qui n'est pas encore mon cas, soyez rassurés, mais je ne vois moins de situations comme celle-ci maintenant, parce que j'en ai vu beaucoup, et voilà, il y a un moment où on se fatigue aussi. Et surtout un service d'aide à la parentalité à Genève avec lesquels j'avais pu travailler, qui l'a mis en place. Personnellement, je trouve que c'est un très bon complément à la médiation. L'un ne remplace pas forcément, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est surtout, et c'est ce qui fait quand même que ça fonctionne mieux que de vouloir faire de la thérapie de couple, c'est que les parents ne peuvent pas s'autoriser à ne pas coopérer, parce que s'ils ne s'autorisent à ne pas coopérer, ils deviennent responsables de la souffrance de l'enfant ou de sa non-diminution. Voilà, il est 6h moins 20, j'aurais pu parler encore 20 minutes pour l'adaptation de l'enfant aux violences conjugales. J'en dirai juste 2 phrases pour partir la conscience tranquille. Juste 2 phrases. Dans les violences conjugales, on observe 2 grands mécanismes d'adaptation de l'enfant. Parce que les enfants sont encore maintenant les victimes souvent oubliées des violences conjugales. Je dis bien encore maintenant. Les deux grands processus sont: le premier, c'est l'identification à l'agresseur, et puis le second, donc, c'est l'identification à la victime. L'identification à l'agresseur, ça ne veut pas dire que l'enfant veut devenir plus tard un agresseur comme papa, parce que le plus souvent, c'est 80% des hommes qui sont auteurs de violences conjugales. De même, l'identification à la victime ne veut pas dire plus tard, je serai une victime comme maman. L'identification à l'agresseur, c'est anticiper les besoins supposés de l'agresseur pour tenter de contenir, de contrôler l'apparition de la violence. Donc je vais quand même développer un tout petit peu ce point-là. Comme vous savez, parfois il y a cette idée tel père, tel fils. Le père est violent avec sa femme, avec la mère, et plus tard le garçon, qui va imiter la violence du père, et donc il sera à son tour un mari violent. Il y a des reportages à la télé où on entend ça, des journalistes qui interviewent des mères qui disent mon fils de 5 ans, il est déjà comme son père. Et donc ça, c'est des choses qu'on entend. Et l'identification à l'agresseur qui peut faire que l'enfant devienne agresseur, c'est pas parce que l'enfant veut devenir agresseur, encore une fois, mais parce qu'on finit par l'identifier en disant il est comme son père. Et donc c'est le regard extérieur, celui de la mère, celui des professionnels que nous sommes, etc., qui peuvent contribuer à cette identification à l'agresseur. Alors pour ces situations, ce que je propose toujours, c'est de voir d'abord l'enfant seul, puis la mère seule, ou inversement, ça n'a pas d'importance. Et je vais dire ce que je propose de dire à la mère, et on dit à peu près la même chose à l'enfant. À savoir, madame, après que votre mari ait eu cet accès de violence avec vous, et qu'est-ce qui se passait? Elles vous diront toujours, ou presque, eh bien, il allait dans la cuisine boire un verre de vin, ou alors il venait me voir en me disant mais tu sais, si tu avais pensé à mettre le sel sur la table, je ne me serais pas foutu dans une colère pareille, etc. Et donc, après la scène de violence, il y a toujours un temps de calme, où l'agresseur va, encore une fois, un classique, hein, il se sert son verre de vin et il est de nouveau moins en tension. Et donc, je continue en disant, donc votre fils ou votre fille, ce qu'elle voit, c'est qu'après vous avoir frappé, son père est calme. Alors moi, je ne connais pas d'enfant sur Terre qui veuille tuer sa mère.
je ne connais que des enfants qui ont peur si on tue leur maman. Parce que là, le point important, c'est dans les situations de violence conjugale, il y a l'emprise, il y a tout ça, mais il y a surtout la permanence de la menace et la peur, voire la terreur à l'idée que la mort pourrait être au rendez-vous, que le père tue la mère, et si le père tue la mère, l'enfant se sent projeté dans l'inconnu, dans un désert. Donc je dis à la mère, je ne connais pas d'enfant sur terre qui veuille tuer sa mère, je ne connais que des enfants qui ont peur si leur père tue leur mère. Alors, votre enfant, tout comme vous, ce qu'il observe, c'est qu'après vous avoir frappé, son père est plus calme. Et alors, votre enfant se dit, si c'est moi qui donne un coup de pied à maman, qui lui donne un petit coup de poing, etc., et je ne connais pas, et un coup de pied d'un enfant de 5 ans ne tue pas une maman, votre enfant peut se dire, si c'est moi qui donne un coup de pied à maman, alors papa, comme ça, il ne sera pas en colère contre elle, il n'aura pas besoin de crier. C'est-à-dire d'expliquer ce que Ferenczi, il y a plus de 100 ans, disait déjà, d'expliquer à la mère ce que c'est que le mécanisme d'identification à l'agresseur. Et de dire la même chose, de parler de la même chose à l'enfant. Parce que dans ces situations où le risque est plus élevé, que l'enfant à son tour ne sache plus entrer en relation que sur le mode de l'agression et de la violence, d'expliquer à l'enfant qu'on ne le voit pas comme un agresseur potentiel, mais comme un enfant qui essaye désespérément de trouver une solution pour que la violence s'arrête. Et donc, voilà, c'est trop rapide, il est moins le quart, donc j'arrêterai là. C'est trop rapide, je vais faire un peu de pub quand même, si vous avez envie de le voir de façon plus détaillée, c'était dans mon dernier livre, L'enfant face à la souffrance de ses parents. Mais si de tout ça, vous retenez cette idée-là, dans votre travail comme magistrat, comme avocat ou comme éducateur en un mot, alors déjà, ce sera important de pouvoir changer notre regard sur l'enfant. Dernière phrase, 2 minutes de rab. C'est vous la patronne. Hein. Et moi, je respecte l'autorité des magistrats. Hein. Et donc, si, il faut. Non, je blague. Hein. Donc, dernière phrase, l'identification à la victime. L'enfant, dans l'identification à l'agresseur, les comportements agressifs de l'enfant risquent d'être valorisés par le père. Du genre, t'as raison mon fils, t'es un homme, montre que t'es un homme, montre que c'est toi le chef dans la famille. Dans l'identification à la victime, les comportements, c'est l'enfant qui devient le refuge sécure de sa mère. Il n'a pas une bonne relation avec son père, il n'est pas valorisé. C'est ces situations où, par exemple, les mères, pour se protéger de viols conjugaux la nuit, vont se réfugier dans le lit de leur enfant. Et donc, l'enfant devient le refuge sécure de sa mère. Et c'est des situations où la mère peut dire « Ah, heureusement que je t'ai. Tu sais, si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que je ferais. » etc. Donc l'enfant devient aussi responsable de la vie de sa mère. Si je ne suis plus là, maman, elle meurt. Ou elle se tue, et des choses comme ça. Et donc, dans ces situations, les enfants vont s'identifier, vont repérer la souffrance de la mère en se disant que la mère ne peut pas ne pas voir leur propre souffrance d'enfant. Et vont mettre tout en œuvre pour alléger le fardeau de la mère. C'est ces enfants qu'on appelait à une époque hyper matures, adultifiés. Il y a un autre terme qui m'échappe, mais ça n'a pas d'importance. Et qu'on appelle maintenant donneurs de soins compulsifs, parce que ce sont des enfants qui vont renoncer parfois à leurs propres besoins affectifs, évolutifs, pour veiller sur le parent en danger. Encore une fois, ça prendrait beaucoup plus de temps de tout le développer, y compris à l'adolescence et à l'âge adulte, mais voilà, c'était le point de départ d'une réflexion, donc de l'identification à l'agresseur, de l'identification à la victime, et je m'arrêterai vraiment là, à savoir que les enfants qui sont dans un processus d'identification à la victime, d'une part, la mère ne voit pas forcément leur souffrance, parce qu'elles sont tellement occupées par leur propre peur d'être tuées, qu'elles ne voient pas ce que leur enfant fait pour alléger leur fardeau. Ça, c'est vraiment 9 fois sur 10 comme ça. Et puis, ce sont des enfants qui passent à travers les mailles parfois de la protection de l'enfance, parce que ce sont des enfants qui ne font pas de vagues, ils ne font pas de bêtises pour ne pas alourdir le fardeau de la mère. Et donc, ils peuvent passer inaperçus dans les institutions, dans les mesures éducatives, dire « ben non, mais lui, il va pas trop mal, ça va », même si bien souvent, ils sont un peu en difficulté scolaire, parce que quand ils sont à l'école, et si le père est à la maison, est-ce que maman sera encore en vie quand je rentrerai de l'école tout à l'heure ? Merci de votre écoute. J'ai sans doute été trop synthétique, mais voilà, on est en fin de journée. Merci d'être resté jusque-là. Bien, écoutez, merci pour ce propos que je vais personnellement qualifier de passionnant, mais bon, voilà.
C'est vrai que c'est la fin de journée. Je ne sais pas si vous avez un questionnement, le souci d'échanger, des observations à effectuer. En tout état de cause, la parole reste ouverte, évidemment. Donc voilà, je vous propose éventuellement de... Merci. Bien, alors, oui. Quand l'enfant se protège en mettant à l'écart l'autre parent, c'est-à-dire en une haine affichée mais irrationnelle, je veux dire, et pas fondée, c'est quoi? C'est aussi un mécanisme de protection de ça? Oui, alors il y a plusieurs aspects. Bon, je ne sais pas si vous faites allusion au fameux syndrome d'aliénation parentale. Le mot n'a pas été prononcé, ce qui est tant mieux. Et on a un peu parlé quand même. Mais il a été prononcé, mais de très très loin. J'étais pas là quand il a été prononcé. Mais bon, on ne va pas parler de syndrome d'aliénation parentale, on est d'accord. Enfin, on est d'accord, c'est pas. Mais dans ces situations, ce que j'ai rencontré d'un enfant qui a la rage, voire la haine contre un parent, au point de ne plus vouloir le voir de façon même irrationnelle, c'était des enfants qui s'étaient sentis abandonnés par le parent, avec une idée de trahison. Je vais prendre un cas de figure que j'ai rencontré de nombreuses fois, par exemple un couple, madame s'en va pour se protéger parce qu'elle se sent menacée par son mari, etc. Elle part, mais elle laisse les enfants au père, avec l'idée, de toute façon, il n'a jamais levé la main sur eux, avec eux, il ne leur fera pas de mal, etc. Et donc, je peux laisser les enfants au père. Et elle s'en va. Sauf que l'enfant, lui, il n'est pas dans un lien de sécurité avec son père. Et il se sent abandonné par sa mère, voire trahi par elle. Et donc ça me fait le nid d'une rage, d'une colère, au point que parfois l'enfant, pour se venger d'avoir été abandonné par un parent, abandonne le parent dont il s'est senti abandonné. Et ça, c'est un scénario que j'ai vu dans plusieurs cas. Un des derniers cas que j'ai rencontré comme ça, il y avait eu un tout petit épisode de violence conjugale. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment, le mari avait réagi avec un geste brusque, en poussant sa femme contre un mur, parce qu'elle était exaspérante, parce qu'il y avait une tension, etc., et qu'elle le poussait aussi dans une provocation. Et donc le couple se sépare parce que lui part avec l'idée « non, je la quitte parce que je ne veux pas devenir un homme violent ». Et il sent que pour se protéger de devenir un homme violent, il doit la quitter. Sauf que la quittant, il laisse son fils seul avec la mère, avec une mère qui projette sur son fils « tous les hommes sont des salauds, il faut s'en méfier ». Et donc ça créait vraiment une insécurité chez cet enfant. Mais il était donc la seule solution pour être en paix avec sa mère, c'était de dire « maman, je ne veux que toi, je n'aime que toi », et de se venger contre son père d'avoir été abandonné par lui. Donc voilà, c'est un mécanisme... à une époque où le fameux syndrome d'aliénation parentale n'était pas trop contesté, maintenant il est rayé et on ne le trouve plus dans le DSM, les systémiciens parlaient du syndrome d'aliénation familiale, ce qui me paraît plus juste parce que c'était une histoire à trois, le père, la mère et l'enfant. Bien sûr avec des racines sur le plan transgénérationnel. J'ai répondu. Très bien. Très clair. Bien, écoutez, merci encore une fois pour votre intervention. Merci à tous pour votre participation. Demain, nous poursuivrons, donc, comme vous le savez déjà, sur un autre sujet, puisque nous basculerons sur le versant pénal et notamment le Code de justice pénale des mineurs. À 9h30, Madame Charlotte Cobel sera donc là, directrice de la PJJ, pour introduire notre propos et nos travaux que donc nous poursuivrons demain. Bonne soirée à chacun.